Nouvel épisode avec Lucas Bourguignon, écologiste de l'être humain. Il nous explique la notion d'écologie dans la performance. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Salut Lucas. Hello Gaël. La forme? Bah ouais, ça fait plaisir de te revoir après le Exactement. petit séminaire à l'INSEP. Ouais, on s'est croisés la semaine dernière à l'INSEP et justement, en discutant, ça faisait un moment que je t'envoyais mes podcasts et tu me disais, ouais, ça me branche pas les podcasts et tout, j'ai du mal. Puis, qui l'aurait cru? T'en as fait un, et puis tu m'as dit, ah, ça m'a plu. Bon, mais direct, allez, hop, je t'invite sur le mien. Donc, je pense que ça va être un bon petit moment d'échange. Yes, je suis plutôt livre moi, donc ça me permet de digérer à ma façon, de reprendre, etc. Mais du coup, j'ai eu la chance de faire un podcast et du coup, c'est vrai que ça m'a bien plu. Et vu qu'on avait pas mal échangé sur les réseaux et puis à l'INSEP quand on s'est vu, je me dis que ça va être cool d'échanger de vive voix. Ouais. Du coup, si tu pouvais commencer par te présenter. Alors, moi j'ai 26 ans, je m'appelle Lucas Bourguignon, je suis coach sur Paris. Donc, je coach entre guillemets, des monsieur et madame tout le monde, qui en général ont une vie quand même assez stressante, des chefs d'entreprise, etc., très tournés sur le côté santé et améliorer, entre guillemets, leur qualité de vie, donc par le mouvement, par la respiration, par la posturologie, par un peu tous les facteurs qu'on a en notre possession en 2021. Et du coup, eux, c'est pour les amener vers une performance, entre guillemets, de travail, pour être mieux au travail. Et j'ai quelques sportifs de haut niveau qui, eux, sont dans une performance sportive, justement. Et comment la santé et leur vie globale peut influer sur la performance, c'est un peu ça qui m'anime au quotidien dans mon boulot. Donc, je dirais que je suis un accompagnateur dans une meilleure écologie de la vie humaine. Génial. Et puis, ton autre passion, c'est mettre des photos de toi en maillot de bain sur Ouais, Instagram. voilà, ça, j'ai arrêté. Je me suis focalisé que sur ma passion principale, qui est de poster des trucs que je trouve pertinents sur Instagram. Et après grosse réflexion, le slip rose ne semblait plus très pertinent, donc je mûris. Ouais. Du coup, tu nous as parlé justement de ton rôle là, qui était donc du coup un accompagnement à l'écologie de la performance. Yes. On peut appeler ça comme ça. Si tu pourrais du coup nous définir ce que c'est. Bah, l'écologie, on en parle souvent, c'est pour la planète, etc. C'est être en lien entre les ressources et la contrainte qu'on nous demande. Donc là, pour la planète, par exemple, il y a le jour du dépassement, je crois qu'il est en août, où on a Ouais. utilisé toutes les ressources de la Terre que la Terre peut produire en une année, on les a utilisées en août. Mais en fait, c'est un peu pareil pour les humains. Et on est souvent dans une écologie négative pour les humains, c'est-à-dire qu'il y a dans la journée, dans le mois, dans la semaine, dans l'année, il y a des ressources qu'on peut mettre en place et il y a celles qu'on utilise. Et souvent, celles qu'on utilise sont un petit peu au-dessus, alors notamment chez les sportifs de haut niveau, pardon, notamment chez les chefs d'entreprise, notamment pour toutes les professions un petit peu extrêmes. Et en fait, la vraie question, c'est à quel moment ça va péter. Nous, c'est le réchauffement climatique et la montée des eaux. Mais dans la vie humaine, à la petite échelle humaine, ça peut être des blessures, ça peut être des burn-out, ça peut être des AVC. Enfin, je vais très loin, mais c'est un petit peu ça qui peut se passer. Et surtout, c'est un manque de performance puisque le chef d'entreprise qui utilise trop de ressources par rapport à celles qu'il a, bah, au bout d'un moment, il va se retrouver à sec et il va exploser. Et le sportif, il va être contre-performant, ça va moins bien se passer, il va avoir des problèmes dans sa vie perso qui ensuite vont influencer sa vie sportive. Donc c'est vrai que ça, c'est un socle qui est pour moi pas assez traité. Et surtout, généralement, le sportif, quand il utilise tout, il se blesse. C'est Ex- son fusible, le fusible du sportif de haut niveau, c'est la blessure. Et souvent, la blessure, en tout cas moi, c'est ce que j'ai au quotidien. La blessure, en fait, elle veut juste dire laissez-moi tranquille, j'en peux plus, quoi. Et pourtant, on a l'impression que les sportifs, ça les fait chier la blessure, mais en fait, inconsciemment, il y en a, ça les sauve, quoi. Parce que là, ils sont dans un rythme où si c'est pas la blessure, ce sera pire. C'est fou, hein, parce que ce paradoxe de la blessure répare. Exactement. Et bah, ça, c'est un autre concept de, de Taleb sur l'antifragilité, en fait. C'est juste d'un événement qui est un peu hein, ce qu'il appelle un signe noir, qu'on peut pas prédire et qui est grave, on en sort du positif. Et en fait, souvent, il faut questionner la blessure. Et
Alors, celui qui se fait renverser par une voiture, bah, très bien, on sait que la voiture, c'est la cause. Par contre, celui qui s'entraîne 30 heures par semaine et je prends l'exemple des footballeurs parce que c'est les plus parlants, ils ont fait 8 ans de foot, ils sont jamais blessés, et puis d'un coup, ils commencent à se blesser, à se blesser, à se blesser. Mais en fait, il faut creuser parce que c'est pas que la cheville devient plus fragile forcément, ça peut être ça, mais c'est pas sûr. C'est pas que les articulations fonctionnent moins ensemble, c'est pas qu'il est déséquilibré posturalement. Tout ça, c'est possible que ça soit la raison, mais c'est pas tout le temps le cas. Et très souvent, il y a des raisons. En fait, c'est le vase, une goutte, une goutte, une goutte. Pendant 8 ans, les gouttes, elles s'accumulent. Et en fait, au bout de 8 ans, ça explose de partout, quoi. Donc, les compensations ne peuvent plus être traitées par le corps et ça devient la contre-performant. Après, ça peut être blessure, mais ça peut aussi être de la fatigue. On voit par exemple des athlètes qui ne performent plus alors qu'ils étaient capables de performer il y a 2 ans et qui ne sont pas blessés pourtant, mais ils ne performent plus. Mm. Ouais, souvent, on dit, bah, il a fait son temps. Bah non. Bah ouais, ouais, et à l'inverse, tu vois, il y a des sportifs qui durent dans le temps. Alors peut-être que c'est des facteurs hasardeux. Il y en a qui ont de la chance, il y en a une partie. Mais moi, je pense que sur 100 athlètes, c'est pas possible qu'il y en ait 100 qui aient de la chance ou zéro, tu vois. Enfin, je pense quand même qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux. Et puis même en mettant en place, c'est possible qu'il y ait des choses qui pètent, hein. On n'est pas des humains fiables dans nos corps à 100%. Par contre, ce qui est sûr, c'est que à 100%, si tu exploses toutes tes ressources rapidement, tu pourras pas en faire quelque chose de constructif derrière. Mm. Comment on peut faire du coup? Déjà pour identifier enfin, ces facteurs limitants ou qu'est-ce qui du coup perturbe l'écologie du corps humain? Alors, on va dire que tu as un nouvel athlète qui arrive. Comment moi je fais? Déjà, j'observe beaucoup. Il y a des signes qui sont parlants, hein, la position des épaules, la façon de respirer, comment il verbalise. Alors après, ça, c'est de la PNL, c'est de la synergologie, etc. Mais je pense qu'on le fait tous inconsciemment. Il y en a qui sont un petit peu meilleurs que d'autres. Et si on n'y arrive pas, en fait, il ne faut pas hésiter à demander, quoi. Je pense que beaucoup de coachs de prépa physique, ils ont leur athlète, ils arrivent, ils font la séance. Mais en fait, presque avant chaque séance, les questions, ça fait pas de mal, je trouve. Alors le temps est compté, c'est sûr, mais vaut mieux prendre 5 minutes à demander l'état du client. Si on parle d'un sportif de haut niveau, normalement, il a quand même une conscience corporelle qui est assez développée. Euh, et puis progressivement, on va creuser, hein. C'est Laurent Boutafogui qui disait il ne faut pas chercher les souris avant de trouver les éléphants. Bah, en fait, c'est un peu ça. C'est si la personne, elle te dit au bout de 5 séances que tous les matins, elle est crevée, bah, peut-être que au niveau du sommeil, il y aura quelque chose. Par contre, si elle te dit en même temps que bah, elle a un petit peu mal à l'épaule, bah, tu vas pas te concentrer sur l'épaule si elle dort mal, parce qu'en fait, ça se trouve, le moment où elle va bien dormir, l'épaule va aller mieux. Je prends des exemples très précis, hein, ça pourrait être autre chose. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu as tes athlètes pour la première fois ou à force tu les connais, pour moi, il y a des piliers qui doivent être maîtrisés. Et ces piliers, bah, l'alimentation, on le sait, le sommeil, la respiration. Et après, il y a aussi toute la vie perso. Et est-ce que les coachs s'intéressent à la vie perso des athlètes? Ça, c'est une grosse question. Est-ce qu'ils doivent le faire? Est-ce que l'athlète doit pouvoir être capable de verbaliser ça? Ça, c'est chacun le gère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vie sportive ou professionnelle influence sur la vie perso et inversement. Donc, il faut quand même être au courant de cette systémie. Mm. Ouais, c'est le fameux exemple de j'ai le coup de barre à 14 heures après manger. Et Ouais, genre, ça voilà. choque personne s'ils te disent non, mais c'est normal, je suis sur la digestion. Ouais, mais c'est pas normal d'être à plat et de pas pouvoir faire sa journée de boulot ou aller s'entraîner parce que tu as mangé. Bah, c'est surtout que euh, là, on parle d'un client normal, il va te dire ça. Un sportif de haut niveau, ça va lui foirer sa séance. Sauf Ouais. que 14 heures, ça arrive tous les jours, hein. Donc, Mm. c'est-à-dire que si tous les jours, il a sa séance de l'après-midi qui est foutue parce que, bah, effectivement, on pourrait regarder un truc de la digestion, on pourrait regarder aussi au niveau du sommeil, si, voilà. Enfin, tout ça, ça se regarde. Mais effectivement, je pense que regarder que les performances, en fait, les performances, c'est un indicateur à un temps donné qui est très bon. Le problème, c'est que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Tu peux Mm. avoir un super bel arbre au début de la forêt avec des performances de malade, mais derrière une forêt toute pourrie qui est en train de brûler, bah, au bout d'un moment, ton arbre, il va brûler, quoi. Mm. Donc, c'est prendre du recul. Pour revenir comment on fait, c'est prendre du recul. C'est peut-être s'entourer de d'autres gens qui maîtrisent des choses que tu ne maîtrises pas. C'est responsabiliser l'athlète parce que personne ne se connaîtra mieux que l'athlète lui-même, que le client lui-même, hein. Ça s'applique aux sportifs comme aux gens lambda. Euh, et après, il y a je sais par exemple qu'il y a des facteurs
tu peux regarder, je sais que c'est Andy Hens qui s'occupe du basket, lui. Ouais, Lui, il a des facteurs de performance, donc il en prend 32 si je dis pas de bêtises. ouais, il a les KPI, ouais. Et voilà. Et du coup, lui, avec ses 32 facteurs, bah, si tu as tes 32 facteurs qui progressent, tu sais quand même que tu es sur un bon schéma. Après, il y en a qui vont prendre des facteurs émotionnels, il y a les RPE, il y a plein de choses. Tout est bon à prendre si l'athlète il y adhère. Donc après, c'est comment tu discutes avec ton athlète. Encore une fois, si on parle d'un athlète de haut niveau, normalement, c'est des choses auxquelles c'est plus facile de lui faire adhérer parce qu'il vit pour sa performance, quoi. Ouais. Et souvent, en fait, j'ai l'impression qu'ils s'enferment dans cette performance et ils oublient tout le reste pour dire parce que je suis dans du haut niveau, il faut que je me concentre dans la perf, il faut que je me concentre dans la perf. Et du coup, ils voient pas l'arbre qui est juste devant eux, tu vois. Bah, ça, c'est moi l'exemple que je parle toujours et je pourrais mettre le lien là si tu veux pour les gens qui écoutent. C'est Raphaël Poulain qui est un ancien joueur du Stade français qui a eu 1000 blessures, enfin, qui a eu une vie un peu de déchéance et de succès entremêlés et qui lui parle de l'écologie des rapports humains en fait. Et il explique que bah, quand tu es sportif de haut niveau, tu te crois Superman. D'ailleurs, c'est le nom de son bouquin lorsque j'étais Superman. Et que juste après, tu es une grosse merde. Et que derrière, entre-temps, bah, il se passe rien. Lui, c'est la philo qui l'a sauvé. Mais effectivement, construire autre chose que de la perf, c'est une bonne façon de prendre du recul. On le voit de plus en plus, tu sais, des sportifs qui maintenant sont brillants à l'école, en fait. Mm. Et on dit, mais ils arriveront jamais à mener les deux de front. Et en fait, ça se trouve, c'est justement de mener les deux de front qui leur permet d'être bon dans les deux. Et si Ouais. tu en enlèves un, ça ruine l'autre. Donc, effectivement, je trouve qu'en tout cas en France, on te fait vite faire le choix. Si tu es bon, bah, tu ne pourras pas faire des études. Si tu es bon, tu ne pourras pas avoir d'autres loisirs. Moi, je me rends compte que les sportifs de haut niveau, ils ont développé des aptitudes qui font qu'en général, ils sont bons dans d'autres choses. Et tu vois, par exemple, des sportifs de haut niveau qui sont bons en musique, des sportifs de haut niveau qui ont développé des aptitudes d'observation des autres. Moi, je viens du tennis de table, par exemple. Au pôle sport tennis de table, on était 12, il y avait 7 personnes qui étaient au potentiel. Est-ce qu'ils sont devenus sportifs de haut niveau parce qu'ils sont au potentiel? Ou est-ce qu'ils sont au potentiel parce qu'ils ont développé leur capacité intellectuelle de réflexion par le sport? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu développes d'autres choses. Et effectivement, développer l'à côté pour le sportif, moi, ça me semble incroyable. Tu vois, Harry Kane qui joue au golf. Je prends l'exemple de Froning au CrossFit qui avait fait des triathlons, etc. En fait, alors ça reste du sport, ça reste des trucs comme ça, mais c'est d'autres compétences. Et ça, pour moi, c'est très important. Ouais. À part cette diversité, sur quoi on peut influencer? Qu'est-ce qu'on peut influencer d'autre? Après, en tout cas, moi, de mon côté, ce que j'influence, les trucs basiques, hein, c'est bah, la posturologie, une personne équilibrée physiquement. euh, c'est beaucoup plus facile pour elle d'être zen dans sa vie, ça va augmenter sa récup. Il y a tout ce qui est sensoriel. Alors moi, je suis très sensible au développement des sens comme le tactile, le toucher, etc. Dans une société où on l'a Ouais. plus. Bah là, on a eu la chance de se voir à l'INSEP. Tu vois, l'INSEP, c'est des grands espaces, c'est au milieu d'un bois, etc. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, tu vois, par rapport à ça, et pas les enfermer dans des grandes villes. Voilà, donc ça, je pense que toi, c'est notre débat habituel. Toi, tu es à Font-Romeu où tu te régales de ça. En fait, rien que le rythme de vie à Paris, par exemple, c'est pas le même qu'à Font-Romeu. Donc, peut-être qu'un athlète, en termes de récup, il sera peut-être mieux à Font-Romeu. Et je parle pas d'altitude et tout, je parle juste de globalité de la vie. Donc, l'environnement, on peut jouer. La posturo. Après, il y a tout ce qui est patron moteur. Donc ça, c'est les petites formations de Mathieu Boulet sur est-ce que les bases sont bien prises parce que c'est plus facile de construire quand la base est très stable. Euh, et après, moi, ce que je conseille à tous, hein, mes coachs, athlètes et personnes lambda, c'est d'avoir un suivi psychologique, émotionnel. Alors après, psychologique, ça fait toujours peur, hein. Les psychanalyses, les suivis avec un psy, ça fait toujours peur. Par contre, ça permet de prendre du recul, ça permet de s'observer. Moi, je travaille en hypnose aussi un petit peu. C'est des choses, bah, en fait, je pense que dans le sportif moderne maintenant, dans une société où le stress est justement est d'un côté permanent, mais d'un autre côté n'existe pas, puisqu'on n'est jamais en situation de vrai danger dans notre vie, être capable de pouvoir exprimer ça, je pense que c'est nécessaire. Après, est-ce que tous les sportifs de haut niveau le font de plus en plus? Est-ce qu'ils le font tous en liant les choses? Parce que c'est bien beau d'avoir un préparateur mental, c'est bien beau d'avoir un préparateur physique. Mais quel lien on fait entre la préparation mentale et physique? À quel moment la préparation mentale nous développe physiquement et à quel point la préparation physique nous développe mentalement? Ça,
encore une fois, tu vois, c'est les systémies, les réseaux qui pour l'instant existent. C'est comme s'il y a plusieurs sphères, mais il n'y a aucun moment où les sphères, elles se regroupent. Donc je Ouais, pense que c'est. l'écologie, elle se situe là, ouais. Ouais, ben, en fait, de tout ce que tu disais, la pierre angulaire de tout, c'est le stress. Et c'est ça enfin, qui est fou. C'est qu'on a du mal à faire le rapprochement, mais une fois qu'on voit ce versant-là, ben, en fait, c'est logique. C'est que quelqu'un qui a du mal à se tenir en équilibre en marchant, forcément, il ne pourra jamais se concentrer sur comment ça s'appelle, sur Et gérer je- ses ah, dossiers ou un prêt à la banque ou, tu sais, ou le planning de ses enfants. moi, c'est ce que je dis. Alors après, moi, je suis fasciné par l'histoire de l'humain. Et après, on me dit, oui, on vit plus dans la même société, ça a changé. Et c'est vrai. Mais par contre, avant, l'humain, il était performant quand il survivait. Et c'est le seul truc qui l'importe. Mais par contre, il survivait parce qu'il était confronté à des stress, ne pas assez manger, etc. Soyons honnêtes, dans notre société actuelle, on a zéro stress. Le stress de ne pas avoir assez d'argent, c'est un stress physiologiquement qui n'existe pas. C'est pas ça qui va faire qu'on va pas survivre le lendemain. Le stress d'arriver en retard, c'est pas ça non plus. Le stress de rater un examen, il y a aucun truc de survie dedans. Donc en fait, effectivement, la notion de stress, elle est faussée. Et après, du coup, vu qu'on a, bah, c'est un peu le problème du réflexe archaïque de protection des tendons. Mm. Euh, Vu qu'on ne fuit plus, vu qu'on ne court plus, Ouais. etc., bah, en fait, on est toujours un peu crispé, ce genre de choses. Et effectivement, comme tu dis, bah, à force, le corps humain, par manque de stimulation, de vrai stress, il se retrouve à chaque petite situation déplaisante, il le prend comme un vrai stress. Mais à aucun moment dans l'histoire de l'humanité, par exemple, aller à la banque ou aller vendre son truc, c'était un stress. Parce que le vrai stress, c'était se faire bouffer par un tigre, tu vois. Ouais. Et du coup, maintenant, le sportif de haut niveau, son stress, c'est la compète. Mais d'un point de vue physiologique, ça n'a aucun sens. Donc après, comment lui, il est armé pour faire face à ce nouveau stress que la société a créé? Bah, on parle encore de ressources. Si dans sa coupole de ressources, il a suffisamment de choses, il va piocher dedans. C'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple encore une fois, d'un sport d'opposition, par exemple le tennis. En face de toi, tu as quelqu'un qui sert très bien, très bon serveur. Si toi, dans ton panier de ressources, tu as la capacité de prendre l'information de la balle, de savoir comment te placer, d'être capable de t'ajuster à la seconde près ou à la milliseconde près. Si tu es capable d'avoir plusieurs options de jeu qui fait que tu mets de l'incertitude pour ton adversaire, etc., c'est pas stressant de retourner un service. Par contre, si tu n'as pas ces ressources, tu te retrouves avec une situation qui t'arrive sans ressources, entre guillemets, comme bouclier. Donc là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les ressources. Un, un- un humain qui ne fait pas, c'est un humain qui n'a pas les ressources pour faire. En Ouais. hypnose, on dit que à chaque moment, un individu fait la meilleure chose pour lui à ce moment-là. Mais en fait, c'est juste pourquoi il a fait ce choix-là, bah, peut-être parce que c'était le meilleur. Mais par contre, Ouais. ça veut pas dire qu'il faut rester dans cette situation-là, mais comment on peut faire pour qu'il ait de meilleurs choix? Ça, c'est notre rôle de coach, en tout cas, je trouve. Ouais, c'est chaque fois, souvent, enfin c'est intéressant parce qu'en fait ça débouche sur le comportement de pourquoi telle personne agit de cette façon ou pourquoi tel athlète dans telle situation il a eu une réponse agressive et tu vois il est allé au contact, tu sais, sur un match de foot, tu vois. Il a fait un tacle, il a pris un carton rouge et voilà. Bah, l'exemple Donc de là, Zidane, par exemple, en finale de Coupe du ouais, Monde, c'est clairement un manque de ressources. ouais, Et du coup, une situation qui lui échappe et qui devient en fait un stress parce que pour lui, il ne savait pas comment réagir. Mais ça, pour les sportifs de haut niveau, encore une fois, c'est marquant. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est un truc de fou. Moi, je prends toujours l'exemple de Posturo. J'ai un mec, je l'avais en séance, à chaque fois qu'il faisait un mouvement, il avait mal au dos. Tout le temps, tout le temps. Mais tous les mouvements, hein, je pouvais lui faire du curl biceps, il avait mal au dos, quoi. Et du coup, il faisait rien, ce mec-là. Il a pris du poids, etc. Il s'engueulait avec sa copine, il marchait jamais, il dormait super mal. Et il voyait un kiné une fois par semaine tellement il avait mal depuis 5 ans, c'était la cata, tu vois. Et en fait, il avait une jambe courte de plus d'un centimètre. Et du coup, bah, en fait, tous les mouvements dans sa vie qu'il faisait nécessitaient des compensations. Donc en fait, le corps, il lui intimait fortement de ne pas bouger, puisque à chaque fois que le corps bougeait, ça demandait trop d'efforts par rapport à ce qu'il pouvait faire. La jambe courte corrigée, le mec se met à marcher 10 km tous les jours, il se réconcilie avec sa copine, il perd 6 kilos en 2 mois, il fait 3 séances de sport par semaine. En fait, c'est juste une question de, on lui a donné de nouvelles ressources. Et souvent, nous, les coachs, on utilise les ressources de l'athlète déjà, c'est-à-dire des très bonnes qualités physiques, on essaye de lui développer ses qualités physiques, mais on ne lui développe pas ses ressources globales. Et, euh, et à mon avis, c'est quand même un chemin qui est beaucoup plus rapide
que développer purement la force, qui, on le sait, va prendre du temps, etc. Mm. Ouais, mais enfin, c'est bizarre parce que l'athlète, il a besoin de ses qualités d'athlète, entre guillemets. Il a besoin d'être fort, il a besoin d'être rapide, il a besoin d'être explosif, il a besoin de... Et c'est intéressant parce que ce qu'on discute depuis, de ce dont on discute depuis le début, c'est chaque fois, c'est un peu ces deux parallèles, ces deux perspectives, de près et loin, tu vois? Bah, je suis en train d'écrire un peu sur le fait de la confiance et le mouvement. Mm. Et il y a un bouquin qui s'appelle L'animal exubérant de Frank Forencich, si je ne cite pas, qui est de ressources primordiales. Et en fait, il explique qu'il n'y a pas de mouvement sans confiance. Par Mm. exemple, une personne elle s'est rompu les ligaments croisés. En fait, elle a juste pas confiance. On lui dit qu'elle peut plus faire de squat. Mais en fait, le squat la met pas en danger dans sa survie. Elle pourrait faire un squat. Juste, en fait, elle n'a pas confiance parce qu'elle sait qu'elle va avoir des situations désagréables. Et c'est un peu pareil pour l'échauffement. Tu sais, on connaît tous des gens qui ont besoin, avant une compète d'haltéro, par exemple, de soulever leur max pour aller sur le plateau, tu vois. Et Mm. d'autres qui vont avoir besoin de faire 100 air squat. En fait, c'est juste, chacun a besoin de prendre confiance, en fait, dans les capacités. Et on parle beaucoup de confiance en soi, on parle beaucoup de confiance, tu sais, au niveau mental, par exemple, Djokovic qui va aux toilettes en perdant 2-0 et qui revient parce qu'il a travaillé sa confiance en lui, etc. Il y a aussi une confiance proprioceptive de notre propre corps, etc., qui est, je Mm. pense, sous-estimée au possible, qui fait qu'une personne qui n'a pas confiance en ce qu'elle fait, et c'est pour ça que on le retrouvera souvent chez les sportifs, par exemple, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui se dévalorisent, par exemple, sur la prépa physique ou sur un aspect, par exemple, le mec, c'est un cycliste, il n'est pas bon en montagne, il va dire, ouais, j'aime pas ça, j'aime pas ça. En fait, c'est des mécanismes parce qu'il n'a pas confiance en ce qu'il fait. Comment nous, en tant que coach, on peut l'amener à prendre confiance? Ça, c'est un vrai challenge, tu vois. Mais ça veut aussi dire pour le coach, sortir de son schéma habituel de bah, tu pédales à 300 watts, tu fais ça, etc. Et ça demande de prendre du recul et d'essayer. Parce que la confiance, c'est pas une science. La confiance, c'est de l'humain, c'est du malléable, quoi. C'est ce que j'appelle les sciences molles. Je crois que c'est le terme, tu sais, de science où on peut pas confirmer. Et du coup, ça, si tu arrives à le bosser avec tes athlètes, c'est génial. Mais par contre, il faut qu'ils aient confiance en toi, il faut qu'ils aient confiance en eux pour ensuite développer une confiance dans leur corps. Et c'est pour ça que tu vois, par exemple, il y a des mecs qui vont faire un mouvement dégueulasse toute leur vie sans jamais se blesser. Et le jour où ils vont faire un mouvement, ce qu'on appellerait propre académiquement, ça va chier parce qu'en fait, ils ne se sentent pas en confiance dans cette position. Mm. Donc, effectivement, la confiance dans le mouvement, ça peut être aussi des choses qui améliorent la performance. Ouais, ouais. Et puis derrière, on en revient à ce que tu disais, l'éventail de compétences. Bah, Je ouais, fais que ce que je suis capable de faire, en fait. exactement. Bah, c'est Neuro qui dit on a la personnalité de nos capacités. Ouais. Pour moi, cette phrase, elle est hyper parlante parce que euh, les gens timides, moi, j'avais fait des recherches un petit peu sur ça. Et en fait, tu te rends compte que les gens timides ont un vocabulaire avec moins de mots que les autres. Mm. Mais en fait, c'est peut-être même la raison pure de leur timidité, c'est qu'ils sont moins capables d'exprimer ce qu'ils ressentent. Tu sais, il y a beaucoup aussi d'enfants surdoués qui ont du mal à écrire parce qu'en fait, dans leur cerveau, les mots vont trop vite par rapport à l'écrit. Mais en fait, c'est juste que du coup, ils sont nuls en écriture parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils n'ont pas les capacités de retransmettre ce qu'ils voudraient retransmettre. Donc Mm. effectivement, on en revient toujours aux capacités. Alors, capacité en soi, c'est juste un synonyme de ressources, hein. Euh, si les arbres ils sont capables d'absorber tout le CO2, bah, il n'y a pas de pollution. Je fais un gros schéma, les écologistes m'en voudront, mais je fais un raccourci. Mais c'est pareil pour le sportif. Et on Mm. parle de surcharge progressive. Tu vois, pour moi, c'est le concept numéro un de la performance, la surcharge progressive. Une personne qui n'est pas capable de surcharger parce que c'est pas assez progressif pour elle, on a juste dépassé ses capacités. Ouais. Puis derrière, il y a cette confiance, elle est dans énormément de sphères. On t'a parlé de confiance physique, il y a de la confiance émotionnelle, il y a la confiance Sociale, en termes sociale, tu vois, parce que mine de rien, comme tu disais, on est des êtres qui vivent en tribu. Donc il y a la confiance auprès de ses pairs, tu vois, il y a énormément de choses. bah, tu vois, par exemple, il y a aussi ton sportif de haut niveau. Et ça moi, donc j'étais en spé tennis de table à la fac. Et nous, ils nous avaient montré des études que un match de ping-pong, si tu perds le match, tu as perdu au moins 33 points. Parce que c'est-à-dire que tu as perdu 3 sets de 11, c'est minimum 33 points. Alors qu'au foot,
tu peux perdre un match 1-0. Et Ouais, que au foot, la pression sociale, elle est divisée par 11 parce que tu es 11 à avoir perdu 1-0. ouais, Alors qu'au ping-pong, tu es tout seul à avoir perdu 33 points. Donc, tu vois, il y a une différente gestion sociale. Il y avait aussi qu'à la boxe, bah, en fait, au-delà de prendre des points, c'est qu'à chaque fois que tu te manques, tu prends un coup. Donc, il y a une douleur physique. Et tu vois, toutes ces gestions un petit peu sociales des choses, euh, c'est aussi comment tu le gères. Et effectivement, tu disais, il y a plusieurs sphères. Dans les gens qui font des sports individuels fermés, tu vois, je prends par exemple la natation. mm, Si tu as nagé le 100 mètres en 52 secondes, tu as nagé le 100 mètres en 52 secondes. Et ça se trouve, ton adversaire, il est dans la troisième série. Il n'est pas juste à côté de toi. Par ouais, contre, en boxe, ton adversaire, il est en face de toi. C'est-à-dire que tu peux faire un combat de merde en boxe, mais gagner parce que tu as trouvé une solution. ouais, Donc aussi, moi, j'ai tendance à penser que dans les sports d'incertitude ouverte, comme la boxe, comme les sports de raquettes, etc., le foot, les compétences sociales sont hyper importantes parce que si dans ta vie de tous les jours, tu n'es pas capable de t'adapter, par exemple, à une conversation où tu es mal à l'aise, tu n'es pas capable de t'adapter à une personne qui arrive un peu en retard, tu n'es pas capable de t'adapter à une situation nouvelle, bah, il y a quand même peu de chances que tu le fasses sur le terrain, quoi. Alors que dans une incertitude fermée, par exemple, moi, je comprends que le sportif, par exemple l'athlète qui fait du 100 mètres, je comprends qu'il soit un peu déstabilisé quand quelqu'un part en retard. Parce que lui son truc, c'est il y a le coup de sifflet, il part, il finit au bout de 100 mètres. Et ça fait toujours 100 mètres et ça commence toujours au coup de sifflet. Donc après, est-ce que nous, en tant que coach, on va chercher la spécialisation des athlètes? Et ce qui fait que les athlètes d'incertitude ouverte, on va les faire de l'incertitude ouverte à fond dans leur vie, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, on les fait changer de coloc pour s'adapter. Tu sais, tu parlais d'écologie, comment on peut faire? ouais, Bah, moi, je trouve ça génial dans un sport d'équipe, par exemple, au football américain, ils sont 50 par équipe. OK, très bien. Bah, chaque semaine, vous changez de chambre. Toi, tu vas dormir avec lui, etc. Là, tu es obligé de t'adapter. Par contre, si tu mets de l'adaptation à tout va pour un mec qui fait, par exemple, du tir au pistolet, qui ouais. est, tu sais, c'est fermé, c'est stable, bah, pour moi, t'es pas dans le thème de sa performance. Après, ça peut peut-être l'aider dans sa vie perso, mais si lui, il veut améliorer ses performances, rester dans des trucs fermés, ça peut l'aider. Ouais. Et puis derrière, il y a la confiance du staff, enfin, tu sais, extrinsèque et intrinsèque. Ouais. Et là, on Et est encore surtout, sur autre chose. bah, ça, toi, tu le sais, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'est connus sur la formation de perso neuro, sur l'influence du striatum Ouais. pour la motivation intrinsèque et les mouvements volontaires, etc. Ça, c'est des choses qui s'alimentent, en fait. Euh, Quelqu'un d'équilibré, il va plus activer son striatum, du coup, il va faire plus de mouvements volontaires, du coup, il va avoir plus de motivation intrinsèque. Plus de motivation intrinsèque veut dire qu'il va plus bouger, qu'il va. Voilà. Et après, effectivement, la vraie motivation intrinsèque, moi, je le répète toujours, hein, c'est survivre, hein. Le reste, on s'en fout. Donc, en fait, est-ce que, par exemple, courir le 100 mètres en 9 secondes 18, c'est 9 secondes 59, même peut-être, je dis une bêtise, 58, je crois, le record. Est-ce que c'est vraiment une motivation intrinsèque? Parce qu'en soi, Non. ça n'a pas changé sa survie, tu vois. Donc, est-ce que on doit viser ça? Est-ce que, tu vois, il y a des pays où vraiment, si les athlètes ne gagnent pas, ils meurent. Ça arrive, hein. Ouais. Par exemple, on peut parler de motivation intrinsèque, je pense. Est-ce que, par exemple, en France, quand tu fais pas de médaille, tu te fais engueuler par Macron après les JO, bah, ta survie, elle n'est pas en danger. Tu as le droit d'être un peu en colère, mais t'es pas en danger. Ouais. Donc, Surtout quand tu étais effectivement, vétérinaire, tu vois. Genre, voilà, tu es moins en danger physiquement. Ouais. ouais, voilà. Mais par contre, la motivation, du coup, je pense qu'elle vient toujours un peu de l'extérieur. Mais après, c'est comment tu la nourris, qu'est-ce qu'elle t'apporte. Et tu vois, on parlait de ressources. Il y a ressources à la base, et en haut de la pyramide, il y a le gain. Mm. C'est-à-dire que si tu engages, encore une fois, je prends des exemples faciles, si tu engages 10 ressources pour un effort et que tu en gagnes 3 gains, tu n'es pas gagnant. Par Mm. contre, si tu engages 100 ressources et que tu en gagnes 150, tu es gagnant. Et moi, je pense qu'au bout d'un moment, l'humain, il ne fait pas des choses qui lui font du mal, ou alors c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte, hein. Tu vois, c'est le cas des drogués, des addicts, Ouais. etc. Ils ne se rendent pas compte, mais sur le moment, Ils ont un gain. ils ont un gain. Et du coup, voilà, pour moi, la motivation, elle doit être nourrie par les gains. Le gain, ça peut être de la confiance, mais dans le sport de haut niveau, est-ce qu'on ne met pas trop d'importance à la performance? Ce qui fait que quand il y a une mauvaise performance, il y a eu beaucoup de ressources engagées pour peu de gains perçus. Mais en fait, si ça se trouve, passer par cette phase de non-performance, c'est ce qui va entraîner la performance après. Mm. Donc, comment nous, on peut faire pour que l'athlète, le chef d'entreprise, la maman de 2 enfants ou le jeune étudiant, ils perçoivent du gain dans
la mise en jeu de ses ressources. Et là, tu vois, pour moi, on en retrouve dans le sensoriel, on en retrouve dans d'autres facteurs qui font que, bah, tu prends le chef d'entreprise, ouais, tu as perdu 2 heures de ta semaine sans bosser parce que tu as fait du sport, parce que tu as fait ça, parce que tu as fait des exos de respi. Ok, au boulot, par exemple, tu n'as pas eu de gain. Par contre, tu dors mieux, euh, tu respires mieux, etc. Sauf que les gains au boulot, tu vas les avoir dans un mois. J'en suis sûr, moi. Mm. Sauf que toi, tu ne les vois pas pour le moment. Donc, comment mettre l'accent sur ces gains? Ça peut être une façon d'améliorer l'écologie de la vie des gens. Mm. Ouais, souvent, enfin, on le dit, c'est la victoire est dans le chemin ou dans le processus. Enfin, je sais plus la phrase exacte. Ouais, ouais, exactement. Mais le problème, c'est que ça, toi, ce processus, pour la majeure partie des athlètes qui ont match, je prends les sports co, ils ont match tous les samedis. Il n'y a pas de processus, il faut gagner ou perdre tous les samedis. Le mec qui a des sélections, euh, ils sont très rares, les athlètes, et c'est déjà ceux du top niveau qui peuvent se passer de sélection. Tu vois, par exemple, je reprends l'exemple de Federer, c'est marquant. Il peut se permettre de rater Ouais, des tournois pour se préparer au Grand Chelem, tu vois, c'est pas un problème. Par contre, tu prends Ben Bonzi et il va se taper les 3 challengers de suite, et puis après, il va aller à Bercy, etc. Parce qu'il y a des contraintes. Aravan Rezaï, qui n'avait pas de sponsor et qui était obligé de se faire tous les tournois du monde, et fallait qu'elle fasse troisième tour pour pouvoir se payer le tournoi d'après, etc. Là, tu vois, niveau écologique, tu n'y es pas. Donc après, comment tu arrives à dire à ton sportif, attends, là, tu te rends pas compte, tu as amélioré ta stimulation tactile, c'est génial, tu es plus équilibré, tu as l'épaule gauche ouais. qui s'est replacée, tu n'as plus de bascule du bassin. Il va te dire, mais je m'en branle, j'ai pris 6-2, 6-2, tu vois. Donc ça c'est notre vrai challenge, tu vois. C'est pour faire de la performance, il faut que la performance, en fait, tu sais, c'est toutes les questions de pyramide. Pour Mm. beaucoup, la performance, elle est tout en bas de la pyramide. Et sur la performance, on construit, par exemple, des choses. Alors qu'en fait, je pense que la pyramide, elle est inversée. C'est qu'en bas, tu as l'équilibre de vie. Je vais faire le mec un peu romantique, mais tu as le bonheur, tu as l'amour, tu as tout ça. L'amour de toi, l'amour des autres, etc. Et tout en haut de la pyramide, tu as la performance. Parce que moi, je tends à penser que tu ne peux pas être performant dans le long terme sans des bases très solides. Ouais. Il y Et a- là, on en vient au fameux pourquoi. Pourquoi tu fais les bah, choses? exactement. C'est le nom de ma future société qui s'appelle Know Your Why. Ouais. Essaye de savoir pourquoi tu fais les choses, en fait. Et honnêtement, moi, j'ai été du coup en sport-études ping-pong et on avait 2 fois par an, hein, une visite à l'hôpital où on avait quelqu'un qui nous posait des questions. Pourquoi vous faites ça? Et les réponses proposées, c'était maîtrise de l'activité, sensation, tu sais, de toucher de balle, etc. Gagner de l'argent, la reconnaissance des autres, etc. Et là, j'en reviens à mon suivi psychologique très important. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'une personne te dise, je fais du sport pour l'argent, je Mhm. fais du sport pour la reconnaissance, je fais du sport pour plaire aux filles, je fais du sport pour être plus musclé. Peu importe les raisons, je m'en fiche. Je fais du sport pour voyager. Par contre, il faut être aligné, et là, on en revient à notre discussion à l'INSEP, on en revient à être aligné avec ce qu'on fait. C'est-à-dire, tu ne peux pas vouloir euh, par exemple, faire ça pour l'argent et ne pas le dire. Tu peux pas. Il faut être aligné avec ce que tu penses et c'est pas souvent le cas. Souvent, les athlètes se cachent derrière des choses. Ah, ou ne Tu pas entends se des le gens. dire. Bah, Je parle. exactement. Et tu as le droit de mentir aux autres. Ça, tu peux tout à fait. Mais tu peux pas te mentir à toi-même. Ouais. Parce que, en fait, au bout d'un moment, c'est toi qui vas le ramasser. Et au bout d'un moment, ton corps, euh, c'est. Comment elle s'appelle Bourdeau, celle qui fait les 5 blessures de l'âme. Ouais, Louise Ça, on en Bordeaux avait a dit le parlé. corps ne ment jamais. Voilà, le corps ne ment jamais. Et qu'en fait, toi, tu peux te mentir, mais au bout d'un moment, ton corps, il Il peut pas, fera quoi. tout. Un corps humilié va le montrer, un corps qui a été victime d'injustice va le montrer. Mais si c'est toi la cause de ta propre injustice, ton corps, il va te l'envoyer fois 1000, quoi. Ouais. Ouais. Et pour savoir ça, c'est un peu d'introspection. Il faut réussir à discuter avec soi. Bah ouais, de l'introspection. Et encore, là, on en revient à un autre truc qui, moi, me fascine actuellement, c'est qu'on voit de partout les mecs qui font neuro. Euh, je faisais des blagues avec Catherine Chartier ce matin sur le fait que quand tu mets neuro sur une formation, elle prend de la valeur, tu vois. Ça se Mm. trouve, tu fais du squat, tu appelles ça le neuro squat, et Ouais. c'est canon, tu vois. Alors qu'en fait, tout est question de neuro, on le sait tous. Et, euh, et du coup, nous, on s'occupe que du conscient. Là, on est dans une société où on veut tout faire le conscient. Tu vois, le développement personnel, par exemple, bah, on a eu Kim Benour qui a intervenu, qui est un mec qui est super bon. Il t'explique lui-même qu'il n'y a que 5% des gens qui se mettent à l'action après son truc. 5%. Et en fait, c'est parce que même lui, il le part, hein, il y a des blocages inconscients, etc. À quel moment on va parler à son inconscient? Parce Mm. qu'en fait, tu vois, par exemple, l'athlète qui est stressé,
Mais en fait, ça se trouve, le stress, c'est la meilleure chose pour lui parce qu'il n'a pas tellement envie de gagner. Il y a des fois, on a des athlètes qui ont un potentiel énorme et on est là, on leur dit, mais attends, mais tu te rends compte que tu te mets tu sais, du handicap, tu t'auto-handicapes, etc. Mais en fait, c'est pas un handicap, c'est une protection. C'est-à-dire que, est-ce que la personne a vraiment envie d'être forte? Est-ce que la personne, par exemple, tu vois, c'est un second couteau dans un sport? Est-ce qu'elle a vraiment envie d'être premier, enfin, dans les premiers rôles? Est-ce qu'elle a envie de passer devant tout le monde? Est-ce qu'elle a réglé tous ses problèmes avec elle-même, ce qui fait qu'elle pourra être à l'aise devant les autres? En fait, souvent, c'est pas le cas. Et je prends un exemple tout bête, par exemple, arrêter de fumer. Il y en a plein qui arrivent pas à arrêter de fumer. Et ça, tout le monde qui leur dit, putain, pourtant, c'est sûr que ça te ferait du bien. Mais en fait, ça se trouve, pour cette personne, fumer, c'est un lien social, ce qui Ouais. le rapporte à ses parents, par exemple, la seule manière de faire une pause au boulot, etc. Donc, en fait, inconsciemment, c'est pas une bonne chose pour elle d'arrêter de fumer. Bah, tu peux tout essayer consciemment, tu n'y arriveras pas. Et nous, on s'occupe que de la. Tu sais, c'est comme toujours, tu vois l'iceberg, le sommet au-dessus, c'est la réussite, et en dessous, tu sais, as les travaux, les trucs comme ça. Tu sais, c'est Ouais. des images qui marchent bien en motivation sur Instagram. Mais le conscient, c'est la partie de l'iceberg, et en dessous, tu as l'inconscient. Et l'inconscient, c'est 90% de ton apprentissage, c'est 90% de tes gestes. Tout est inconscient, tu vois. Quand toi, tu retiens une idée, l'inconscient, il en a pris 1000. Donc, Ouais. comment tu nourris l'inconscient? Et du coup, pour revenir au livre que je te disais, de l'animal exubérant, lui, à un moment, il dit de rêver. Il dit, par exemple, l'enfant qui a 8 ans, il imagine qu'il peut dunker du milieu de terrain. Et ben, en fait, ça se trouve, il va plus développer ses capacités en rêvant qu'il va dunker qu'en s'entraînant 2 heures à dunker. Déjà parce qu'il crée des connexions neuronales. Bon, ça a été prouvé. Il y a Ouais, de un l'image reportage qui s'appelle mentale. Le sportif parfait là, sur Arte qui est génial Ouais. pour ça, qui est sur YouTube disponible. Euh, mais c'est surtout parce qu'en fait, il imagine, il crée, et du coup, bah, c'est son inconscient qui fait des trucs. Quand tu rêves, la nuit, c'est juste ça, en fait. C'est bah, toute la journée, tu prends des infos, et dans ton sommeil, avec les mouvements des yeux, le Rapid Eye Motion Ouais. Sleep, et bah, en fait, tu fais des liens qui sont absurdes. Mais en fait, un lien absurde pour ton conscient, il n'est pas forcément absurde pour l'inconscient, tu vois. Et effectivement, là, tu te retrouves avec des gens bah, qui se mettent pas de limites. Les limites, elles sont toujours conscientes. L'inconscient, il met pas de jugement, tu vois. Après, comment nous, on arrive à parler à l'inconscient? Moi, tu vois, par exemple, c'est l'exemple que je donne toujours. J'avais 2 clientes, dont une qui voulait absolument avoir des courbatures aux abdos. Alors déjà, bon, ça, c'est son choix. Elle disait elle arrivait jamais à sentir les abdos, etc. Et on faisait des séances de renforcement dans un parc. Et un jour, elle me dit, Lucas, j'y arrive jamais, vraiment, 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 jamais eu de courbature aux abdos. Et là, je lui disais, bah, à chaque exo qu'on fait, bah, je lui disais, celui-là, il travaille à fond les abdos, ça travaille cette partie des abdos, ça travaille cette partie, etc. Mais on a fait les mêmes exos que la semaine d'avant. Et la semaine d'après, elle est venue voir, elle me dit, Lucas, c'était trop bien, j'ai eu des courbatures de ouf aux abdos. On n'a rien changé. Juste, qu'est-ce qui s'est passé inconsciemment pour elle? J'en sais rien. Ça se trouve, elle a plus contracté. Ça se trouve, tu vois, elle a fait de la visualisation. Ça se trouve, la nuit, elle s'est endormie en repensant au fait que ça contracte les abdos. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis pas dans son inconscient. Par contre, c'est arrivé. Comment nous, on fait ça pour les athlètes? Ça, c'est toute la question. Ouais, c'est. Enfin, rien. Enfin, tu disais que rien n'est conscient, tout est inconscient. Mais Beaucoup, c'est toujours. beaucoup, beaucoup est Enfin, inconscient. Ouais. beaucoup est inconscient. Mais en fait, c'est inconscient dans un processus automatique, entre guillemets, qui est autogéré, autorégulé. C'est-à-dire que on en revient au fameux éventail de ressources. C'est-à-dire c'est inconscient parmi les ressources disponibles. Oui, oui, complètement. Mais du coup, nous, ce qu'on fait, et c'est pour ça que je pense qu'on prend du mauvais œil, c'est que on voit les ressources disponibles et on se dit, qu'est-ce que consciemment on va pouvoir faire avec ces ressources? À aucun moment, on se dit, peut-être que inconsciemment, en fait, peut-être que consciemment, j'ai des ressources que je ne vois pas parce qu'elles sont inconscientes. Et tu sais, en hypnose, il y a un truc, bah, c'était Florent Manodou qui avait fait ça avant les JO et ça avait tant fait parler par rapport à la PNL. En fait, il était dans la salle de muscu avec tous les mecs qui étaient trop forts, Alain Bernard, tout ça. Et bah, c'est Kim qui racontait ça, mais l'histoire, elle est vraie. C'est que le mec était trop fort en muscu, mais quand tu lui disais, oh, regarde, lui, il a fait ça, bah, il devenait crispé parce qu'en fait, il savait pas confiance. Et qu'à force, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu es sous la barre et que tu pousses fort? C'est quoi le mot, etc. Et rien qu'en repensant au mot, tu vois, Ouais. ça arrivait. Mais ça, tu vois, c'est des ancrages. En hypnose, on utilise beaucoup, tu vois, l'ancrage. C'est de la PNL, par exemple. Tu te mets le doigt sur la main comme ça, là, ou sur l'avant-bras, et ben, c'est que tu sais qu'à ce moment-là, tu es calme. Euh, et on en a tous, par exemple, tu rentres chez toi, et tous les soirs, par exemple, tu rentres et tu as ton chien qui te saute dessus, qui te fait des câlins, etc.
Tu sais que tu vas rentrer chez toi, ça va être un moment agréable. Donc en fait, de passer la porte inconsciemment, c'est déjà agréable, même quand il n'y a pas le chien. Ça, tu vois, c'est le truc de Pavlov aussi, l'expérience, Ouais. où il sonne une cloche, il donne soit à manger, il fait un autre son, il frappe les chiens. Bah, dès qu'ils entendent le son, ils savent qu'il va y avoir autre chose. Ça, Mm. tu vois, on peut dire c'est de la prévision, on peut dire ce qu'on veut. Il y a une part d'inconscient. Après, avec notre sportif de haut niveau, le faire tout conscientiser, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose, puisqu'on le sait qu'un athlète, quand il commence à automatiser des gestes, c'est là où il est le plus performant. L'état de flow, Ouais. tu sais, nerveusement, en fait, c'est juste quand l'inconscient, il drive tout. Ouais. Quand tu commences à être conscient de ce que tu fais, ça nous est tous arrivé, par exemple. Euh, Tout se passe bien, tu conduis, puis d'un coup, tu te dis, putain, mais cette vitesse, elle est où? Et là, tu perds le. Tu sais, tu te Ouais. dis, merde. Alors qu'en fait, ça fait 2 heures et demie que tu as roulé sans regarder, tu vois. Donc, l'inconscient va plus vite. Quand tu veux faire de la haute performance, tu vas aller plus vite. Donc, il faut Ouais. utiliser de l'inconscient. Ouais. Et au contraire, tu as ce qu'on appelle le default mode network, qui est une pause de l'inconscient, entre guillemets, on pourrait appeler ça. Ouais, mais après, à quel moment tu l'utilises et de quelle façon? Toujours Ouais. pareil, hein. Moi, je suis pas à dire qu'il faut pas qu'il soit conscient, je suis pas à dire qu'il faut tout que ce soit inconscient. Je dis juste qu'on a des outils. Et Ouais. encore une fois, est-ce que par exemple, sur un 10 km natation, tu vas être pendant 10 km conscient de ce que tu es en train de faire, autant que sur un 100 mètres natation, tu vas être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, Après, tu es préparateur physique, tu as tes athlètes, tes coachs, tu as tes clients, tu as tes outils. Qu'est-ce que tu mets en place pour aller chercher on en revient aux ressources, leurs capacités? Bah, ok, j'ai exploité, par exemple, encore une fois, je prends un athlète de, de course à pied. Ok, tu cours 32 minutes au 10 km, c'est très bien. On a exploité tout le côté technique, on a exploité tout le côté aérobie, les filières énergétiques, tu vois, on a creusé de partout, on a pris des spécialistes. Comment on peut faire maintenant? Bah, il n'y en a plus, tu n'as plus de ressources. Ok? Est-ce que on continue d'optimiser les ressources qu'il a ou est-ce qu'on en cherche d'autres qu'il n'a pas soupçonné, tu vois? Dans un sport fermé comme la course, c'est peut-être plus dur. Dans des sports, ce que j'appelle ouverts, les Ok. ressources, elles sont sans fin. Parce qu'en fait, la prise d'information, la gestion, tout ça, pour moi, c'est sans fin. Ouais. C'est ce que, enfin, quand j'étais allé au Barça, là, c'est ce qu'ils appelaient, eux, la sphère de génie. Dans le sens, c'est la capacité à inventer en fonction de la Oui, situation. Et ça, quand tu arrives ça se travaille. Et en fait, quand tu donnes ça à l'athlète, qu'il arrive à maîtriser ça, ben, ça donne des Messi, en fait. Ça donne des bah, Messi, ça donne des Ronaldo, ça donne ces c'est trucs-là. c'est- c'est ce que j'allais te dire, c'est que aussi, il y a des philosophies. Tu demandais comment faire ça. Encore une fois, moi, je crois que pour être pleinement épanoui, il faut être aligné. Est-ce que Mm. tu es aligné avec l'idée de l'état dans lequel tu vis? Tu vois, par exemple, un Nadal en France, est-ce qu'on lui aurait pas cassé les couilles à 12 ans pour qu'il progresse en revers parce qu'il était nul en revers? Mm. Est-ce que, tu vois, un Gasquet dans un autre pays, il n'aurait pas été super nul parce qu'en fait, il était bon de partout, mais il était excellent nulle part. Enfin, tu vois, je prends les deux exemples parce qu'ils sont parlants. Mm. Euh, il faut être, tu vois, par exemple, au Barça, c'est possible parce qu'ils ont créé un environnement autour qui est Oui. bon. Par contre, si tu vas, par exemple, je sais pas moi, à l'INSEP et que tu es là et que. Il y avait eu un joueur de tennis de table qui s'appelait Stéphane Wesh qui faisait beaucoup de coups qui étaient assez étonnants. Tu vas sur Internet, tu tapes Stéphane Wesh, tu as des best-of. C'est un truc de fou. Mais en fait, ça a été dur pour lui de durer parce que rentrer dans les structures et tout, je pense pas que c'était très facile, tu vois. Parce que quelqu'un d'aussi libre, et tu vois, ça revient aux écoles libres, tu sais, Montessori et tout, c'est très Ouais. bien, tu vois, les gamins, ils développent une créativité énorme. Mais après, comment dans la société tu t'alignes avec ça? Et, et, euh, et après, encore une fois, on arrive dans l'écologie, t'as l'humain, mais l'humain, il vit pas seul, on est des êtres sociaux, tu le disais tout à l'heure. Mm. Donc après, il faut que cet humain, il soit adapté à la vraie vie. Il faut que cet humain il soit adapté à la compétition. On en connaît tous, hein, des champions du monde de l'entraînement. Ils ne sont pas adaptés à la compétition parce qu'ils se chient dessus, parce que ci, parce que ça. Donc après, tu vois, tu as tes ressources et tu comment tu les utilises. Et, et on en revient toujours à ça, en fait. Ouais. Pour moi, c'est toujours ressources, utilisation, gain. C'est ces trois notions. Ouais. Et dans cette boucle d'utilisation, ben, il faut qu'elle soit le plus efficiente Adapté. possible. Parce que tu peux Adapté, ouais, utiliser des choses, exactement. tu peux avoir des boucles qui sont bonnes, mais elles te coûtent tellement d'énergie ben, que ça ne marche pas, quoi. C'est l'exemple qui est le plus parlant. Moi, je le sors tout le temps. Tu as un clou à enfoncer dans le mur, tu as ta caisse à outils.
Tu peux prendre une grosse barre de fer, hein, et tu vas réussir à l'enfoncer, le clou. Mais peut-être que tu vas rater une ou deux fois. Et après, tu as ton tout petit marteau. Tu n'aurais pas pensé à lui au début, mais par contre, c'est lui qui est le plus efficace. Bah, c'est pareil pour tout. Et c'est pour ça que c'est aligné, adapté. Et une fois que c'est aligné, adapté, tu vois, par exemple, qu'est-ce qui va faire la différence entre un Messi ou un très bon joueur de foot? C'est que Messi, il va prendre la bonne décision au bon moment, dans le contexte donné. Parce qu'en Ouais, fait, tu vois, par exemple, je vais reprendre Robben ou Henry au foot. Eux, ils avaient une action qui était, tu vois, Henry, il était sur le côté gauche, il rentrait à droite, il tirait, petit filet, ça marquait. Robben, c'était de l'autre côté. Et c'était leur spécialité, ils étaient très bons là-dedans et le défenseur se faisait prendre alors qu'il le savait. Par contre, un Messi, tu vois, ce qui développe en plus, c'est que lui, il peut faire dans la situation 1 une option, dans la situation 2 une autre option. Et c'est là où tu as le génie, tu vois. Et on parle du sport, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours. Quand tu as le mec, le conducteur qui évite tu vois, une moto qui tombe devant lui au dernier moment, bah, en fait, il avait les ressources pour. Et celui qui écrase le motard, bah, il n'avait pas les ressources. Il y a aussi comment tu les exprimes. Tu sais, l'expression, on en revenait aux gens timides. Les gens timides, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Et en plus, ils ont du mal à l'exprimer. Parce il y a des gens qui sont pas du tout timides et qui ont très peu de vocabulaire, mais ils s'expriment très bien. Enfin, moi, ouais, je sais que ça m'est arrivé d'aller coacher en Irlande et j'y retourne bientôt. Je parle pas anglais couramment. Par contre, j'ai aucun problème à m'exprimer et pourtant, je fais des fautes, etc. Mais parce que je sais que même en me trompant, je vais avoir des ressources pour retomber sur mes pieds et que ça soit pas la cata, tu vois. mm, Si par exemple, tu te sens, tu vois, t'es tellement contracté à l'idée de parler, etc., ben, en fait, c'est juste un manque de ressources. Ça nous arrive à tous dans toutes les situations de la vie. Le mec qui se fait ouais, agresser, tu te fais agresser par trois mecs dans la rue, t'arrives pas à fuir. Bah, en fait, c'est juste que tu as jugé que tu n'avais pas les capacités pour fuir et qu'à ce moment-là, le mieux, c'était de faire le mort, quoi, en gros. ouais. Ouais, c'est le fameux Flight, système nerveux, il freeze. réagit trop. Ouais, Il réagit, freeze. c'est soit il se bat, soit il s'en va, soit il fait le mort. Exactement. Donc oui, oui, mais il y a encore une fois, c'est que ces trois systèmes, ils sont totalement indépendants, mais à la fois liés. Voilà, et puis même, ils peuvent des fois être l'un dans l'autre. Tu vois, tu as envie de faire les deux, tu sais pas trop. Et puis c'est un autre événement qui arrive. Tu vois, par exemple, tu te fais agresser par trois mecs. Au début, tu te fais agresser par un mec, tu as envie de te barrer. Tu te rends compte qu'il y en a deux autres. Tu deviens bloqué. Et puis là, tu as un agent de la RATP qui arrive. Et tu te dis, bah, j'en profite, je me casse. Tu vois, à chaque fois, ça peut évoluer. Et Ouais, dans le c'est ça. sport, tu vois, par exemple, toi qui fais du VTT, je suppose que tu vois une voie, tu te dis, bah là, je peux passer par là. Tu avances, tu te rends compte qu'il y a un énorme caillou que tu peux pas, tu vas changer. Puis là, tu te dis, merde, c'était l'autre, tu es bloqué. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des choses qui arrivent en permanence. Donc, Ouais, c'est ça. le Enfin, traitement de l'information, peut-être même avant, tu vois, les ressources, tu sais, on parle de input et output. Bah, est-ce que déjà, et là, on en revient à la posturo, est-ce que l'information que tu prends de ton environnement est bonne? ouais, Ensuite, cette information, parce que clairement, tout geste moteur, c'est ça. Information qui arrive, le cerveau, il analyse par rapport à ses propres ressources et il choisit ce qu'il y a à faire. Quand on te demande passe-moi le sel, par exemple, tu ne te réfléchis pas main gauche, main droite. C'est la main qui est le plus proche du sel, celle qui est plus efficiente. ouais. Ça s'est fait rapidement. Par contre, quand tu es en randonnée et que tu dois choisir entre deux chemins, Ah oui. bah, si tu as à réfléchir, c'est que déjà tu ne savais pas, tu vois, c'est que tu as besoin de mobiliser d'autres ressources. Donc là, tu vois, on en revient vraiment à prise d'infos pour rajouter à notre pyramide, tu vois, en fait, ça serait peut-être pas une pyramide comme ça serait une pyramide comme ça, et il y en a une autre dessous comme ça, tu vois, ça ferait un losange. Ouais, mais Et comme comme le schéma l'iceberg, de la posture, enfin du corps humain, c'est en ouais, posture. voilà, exactement, les deux triangles qui se croisent. Et, euh, et du coup, bah, en fait, prise d'info, sauf que ta prise d'info, toi, tu as la prise d'info qui est peut-être le socle qui relie deux trucs. En dessous, tu as le tactile. C'est la pyramide d'apprentissage Ouais. de William Schellenberger. et Schellenberger, ouais, qui, euh, qui dit que tu as le système tactile, nerveux, etc. Et tu montes. Mais en fait, ça se trouve, toute cette pyramide, elle amène juste à la prise d'information. Hmm. La prise d'information, elle emmène à l'analyse de tes ressources. Et l'analyse de tes ressources t'emmène à l'action. Le problème, c'est que s'il y a un endroit où toi, c'est un goulot avec des tuyaux. S'il y a un tuyau qui est un peu bouché, bah, tout circule moins bien. Donc après, et là, c'est notre discussion tout le temps, mais enlever les facteurs limitants. On parlait de Jérôme Simian qui lui joue ça, mais en fait, les facteurs limitants, il y en a même bien avant le mouvement. Toi, le facteur limitant, ça peut être un œil. Le facteur limitant, ça peut être, je sais pas moi, ta tante qui te fait chier à chaque repas de famille. Ton facteur limitant, ça peut être le fait que tu dors
dans un endroit où tu n'aimes pas du tout, un truc où tu rentres le soir et tu as peur. Toi, tout ça, ça peut être des facteurs limitants qui, même s'ils sont à l'opposé de la pratique sportive, influencent. Ouais. Et du coup, en tant que coach, connaître parfaitement la vie des athlètes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques, tu sais, par exemple, sur les coachs comme Philippe Lucas, etc., qui sont hyper intrusifs, ce qu'on pourrait appeler. Mais en Mm. fait, l'intrusion, si elle est acceptée par l'athlète, peut être aussi une façon pour l'athlète de se décharger de toute cette recherche qu'il a à faire lui-même. Donc, Ouais. c'est comme le coach sportif, hein. Il y a des coachs sportifs, ils préfèrent être salariés dans une salle à être payés que dalle, parce que comme ça, ils n'ont pas à chercher les clients. Alors oui, ils gagnent moins d'argent, oui, ils sont pigeonnés sur les horaires, oui, ils n'ont pas de vacances, etc. Mais ils sont peinards, ils ont leurs vacances, ils ont leur mutuelle, ils ont tout ça. Et puis, tu en as d'autres qui vont vouloir gérer eux-mêmes. Tu vois, on en vient vraiment au choix de chacun. Et le choix pour toi ne sera pas le même que le choix pour moi. Le choix pour toi aujourd'hui ne sera pas le même que le choix pour toi dans 5 ans. Et c'est là où l'écologie, tu vois, je reprends l'exemple de l'écologie de la nature. On disait que le diesel, c'était super bien. Et maintenant, celui qui prend un diesel, il a deux doigts de se faire lapider par les vers dans Paris, tu vois. Et en fait, tout évolue et l'écologie, bah, elle évolue constamment. Donc, comment nous, on gère ça? C'est, je pense que c'est une question sans réponse. Chacun a ses billes. Parce que la réponse que je vais donner aujourd'hui, tu me réinterroges dans 2 mois, j'espère changer d'avis, tu vois. Ouais, en fait, on en revient, enfin, ça me fait penser à ce qu'on appelle le déterminisme. Bah ouais. Tu sais, et avec ben, la base du déterminisme, tu sais, qui est de Mendel. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bah, j'en ai entendu parler, mais c'est que chaque action va entraîner autre chose, etc. C'est ça? Non, Mendel, c'était, si tu veux, enfin, c'est la base au niveau cellulaire. C'était, en fait, ils faisaient Ah, pousser ok. des tomates. Ils Je faisaient croyais que tu pousser parlais des du tomates déterminisme. et c'était en gros comment les allèles au niveau ADN, ben, ils matchaient entre eux pour que ça donne telle tomate ou telle variété. Enfin, ils croisaient les variétés, tu vois. Ok. Et en fait, c'était Schrödinger, qui est un des pères comment ça s'appelle, de la biologie, et qui en fait en parlait. Et en fait, il disait que déjà la cellule au niveau microscopique, elle avait déjà un déterminisme en fonction de ses capacités. Ouais, ouais. De toute façon, on en revient toujours à ça, c'est que nous, on dit la personnalité de nos capacités, mais si les herbivores, ils sont herbivores, c'est qu'ils ont la capacité de manger de l'herbe et pas autre Et pas chose. autre chose, ouais. Euh, En fait, on en revient toujours à ça, c'est chaque système veut survivre. Tu parlais des cellules, une cellule, à son Ouais. échelle, elle veut survivre. Euh, une cellule un peu plus grosse, à son échelle, veut survivre. Un muscle, à son échelle, tu le déchires, il veut devenir plus fort pour survivre la prochaine fois. Tout est question de euh, passer un jour de plus, survivre, croître, etc. Mais du coup, en fonction de ses capacités. Tu vois, par exemple, il y a une méduse qui est, à chaque fois qu'elle se sépare, elle crée une autre Ouais. faction là. Et tu sais, ils sont en train d'étudier ça pour être immortel, entre guillemets. Mais elle a très peu de capacité, mais elle a celle-là. Donc elle survit. Par contre, du coup, elle n'a pas cherché à développer un cerveau qui lui permette de se protéger. Elle n'en a pas besoin. Ouais. Elle préfère mourir 10 millions de fois parce que. Bah ouais. Donc, euh, donc en fait, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de prendre la société. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais tu vois, les sportifs, faut un peu les couper, les mettre dans leur bulle, etc. Si tu arrives à le faire entièrement et que pendant la compète, ils restent dans leur bulle et que pendant toute leur vie, ils seront dans leur bulle, c'est bien. Hmm. Par contre, il faut que tu t'attendes à ce que quand ils sortent de la bulle, toute sa systémie va changer, quoi. Ouais, c'est. Oh, tu prends un mur, hein. Bah ouais. Donc, ça, c'est Taleb qui disait, vaut mieux être confronté à 7 petites vagues qu'à une énorme, quoi. Parce qu'en fait, à chaque petite vague, tu vas te dire, oula, celle-là, elle aurait pu passer au-dessus, je vais me renforcer, je vais me renforcer. Quand la grosse arrive, bah, tu peux résister. Par contre, celui qui a jamais vu de vague de sa vie, il prend la grosse dans la tête. Bah, c'est fini. Voilà. Donc, encore une fois, capacité, euh, comment tu les développes? Moi, je pense que c'est par l'adversité, c'est le syndrome d'essai-erreur, c'est par la confiance, c'est par le recul. Des fois, c'est prendre des chemins complètement opposés, hein. Il y a la phrase, si tu fais ce que tout le monde fait, faut pas t'étonner d'avoir les mêmes résultats. Mais, euh, mais d'un autre côté, si tu fais les mêmes choses qu'eux, bah, c'est aussi parce que leurs résultats ont marché. Ouais. Il y a des choses qui fonctionnent avec tout le monde. Tu vois, par exemple, je te disais la surcharge progressive. Je connais pas. C'est un concept. Enfin, tu vois, c'est un concept. Tu peux pas dire si c'est une méthode ou pas. C'est un concept physiquement prouvé aujourd'hui. Alors après, tu sais, les automassages ont été prouvés aussi à un moment, hein, donc Ouais, pour te ouais. dire, voilà. Donc, mais ça peut changer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, l'être humain a l'air de se développer face
face à l'adversité. Donc, effectivement, tu peux utiliser ça pour tes athlètes. Maintenant, avec augmentation de leurs ressources, tu vas pouvoir augmenter l'intensité que tu leur mets. Sachant que même si moi, je ne suis pas un grand fan de l'intensité comme priorité, tu peux quand même, pour les athlètes de haut niveau, accepter qu'il faudra de l'intensité et Mm. qu'il faudra qu'ils soient capables de la gérer et qu'il faudra qu'ils soient capables de la gérer le lundi à 14 heures quand ils s'entraînent, le dimanche soir quand ils se couchent et qu'ils vont s'entraîner le lendemain, le vendredi après-midi quand ils sont avec leurs copines ou leurs copains et que, ils vont être socialement Mm. soumis à un stress qui est de bah, tiens, tu bois pas d'alcool, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Euh, Comment ça, tu le prends en compte? Est-ce que tu as une explication de l'athlète en lui disant bah, comme tu disais, lui, il est aligné avec le fait qu'il faut Ouais. qu'il ait une hygiène de vie et ça passe, ou lui, il est en opposition avec ça en se disant, de toute façon, je peux quand même. Et dans ce cas-là, est-ce que la bière n'est peut-être pas mieux que la privation? Enfin, tu vois, ça va Mm. aussi là. C'est que moi, je pense, au niveau diététique, je pense que tu peux tout faire. Si la personne, elle mange ses légumes et qu'elle aime pas ça, je pense pas que ça soit mieux hein, d'un point de vue long terme. Pourtant, d'un point de vue micronutriments, d'un point de vue hygiène de vie, c'est mieux. Après, est-ce que la personne adhère? Encore une fois, c'est le meilleur programme, c'est celui auquel ton client il adhère. Ouais, mais c'est Jacob Hamel qui en parle souvent, tu sais, sur les De bodybuilders Quantum où ils Training, ont. non? Comment? C'est celui de Quantum Training? Ouais, le fondateur Ok. de Quantum Training, qui lui, il bosse beaucoup sur le bodybuilding, tu vois, donc c'est pas trop performance, mais c'est quand même une exigence, une hygiène de vie qui est très, très, très importante. Et il disait, en fait, le plan, ben, il faut pas, ça sert à quoi de te priver toute la semaine pour que le samedi, en fait, tu ailles en soirée? Il dit, ça, enfin, ça marche pas, quoi. Ouais. Mais même dans la méthodologie CrossFit, hein, que je n'adhère pas pour tout, mais ils disent ne sois pas le weirdo au fond de la salle, tu vois. C'est que si tu es avec tout le monde et que tout le monde est au resto, etc., et que ça te fait du bien de manger au resto avec tout le monde, bah, en fait, prends ton burger, prends tes frites, bois ta bière, et puis demain, tu recommenceras une vie normale, tu vois. Mais pareil, je pense que l'exigence, tu sais, pour beaucoup, hein, moi je te dis, j'étais en pôle espoir, on te demande beaucoup quand même d'être parfait. Mm. Et il y en a avec qui ça match, hein. Moi, Ouais. j'ai l'exemple de joueurs de tennis de table. Il y avait une entraîneur notamment qui était vraiment très rigide sur ça. Et ben, un de ces joueurs, il avait un protocole entre chaque set. Il lisait des phrases de prépa mentale. Il avait son petit bouquin toujours sur lui, etc. Il arrivait à telle heure à la salle et tout ça. Et à côté de ça, il y en avait d'autres qui avaient d'aussi bons résultats et qui s'en foutaient complet, qui mangeaient des hot dogs entre les matchs, etc. Tu vois. Mais peut-être que eux, c'est ce qu'il leur fallait pour tenir, tu vois. Et tu vois, par exemple, un Sidney Govou au foot qui était une star et qui se mettait des mines tous les week-ends, bah, lui, peut-être qu'il avait besoin de ça parce que c'était sa façon de décharger. Il y avait un joueur Aligné. voilà, il y avait un joueur de Bordeaux, je sais plus comment il s'appelle, qui était très très fort et qui, en fait, il y a eu un nouveau président et l'entraîneur il a dit, oula, avec le nouveau président, il faut que tu arrêtes de sortir parce que Ouais. sinon tu vas jamais te faire, ça va jamais marcher. Et en fait, pendant 3 mois, il était nul. Et le président, il l'appelle dans son bureau, il lui fait, bon, voilà, tous les jeudis soirs, je vais devoir en soirée étudiante, je vais devoir bourrer à l'entraînement le vendredi matin. Et tu sais, en gros, tu le prends en rigolant. Mais en fait, chacun a son équilibre, tu vois. Et moi, je pense que c'est mieux d'être aligné dans un équilibre qui est moins parfait que déséquilibré dans ce que la société appelle le truc parfait, quoi. Ouais, parce que la perfection, elle n'existe pas. Et tu parlais tout à l'heure de laisser-erreur, c'est relativement important. La recherche de l'équilibre, elle se fait par laisser-erreur. Bah, elle se fait par. En fait, tu sais que tu n'es plus en équilibre quand tu es tombé. Tu peux pas. En fait, tant que tu marches, tu sais pas que t'es dans un. Par exemple, aller de l'avant, c'est un déséquilibre permanent. Ouais. Donc en fait, quand tu es en équilibre, c'est que tu t'es arrêté. Donc quand tu t'es arrêté pour un sportif, c'est pas forcément bon, tu vois. Souvent, les mecs se disent, je suis en équilibre à la fin de la carrière, tu vois. Ils disent, pff, là, je me sens bien, je sens que c'est le moment d'arrêter. Bah, en fait, c'est parlant. Ouais. Le sportif, il cherche le déséquilibre vers l'avant. Par contre, des fois, quand tu vas créer un déséquilibre, tu sais pas vers où il va t'emmener. Et ça se trouve, manger trop sainement, ça se trouve, s'entraîner trop, c'est un déséquilibre vers l'arrière. Et si ça se trouve, sortir avec tes potes une fois par mois, c'est un déséquilibre vers l'avant. Tu Ouais. peux pas savoir tant que tu n'as pas une connaissance de l'athlète. Et encore une fois, on en revient à l'écologie humaine. Moi, je connais beaucoup trop de coachs de haut niveau qui ne s'intéressent pas à l'humain. Et je ne dis pas ça pour faire tu sais, de l'humanisme de bas étage. C'est que toi, comme un commercial, il a intérêt à s'intéresser pour l'humain, pour son but commercial. Un coach, il a intérêt de le faire pour sa perf.
C'est-à-dire que moi, je ne demande pas de faire de l'humain tu sais, pour des valeurs humaines. Je demande de faire de l'humain pour la performance. Mm. Et tout le monde est gagnant parce que l'athlète, il est plus performant et il est mieux avec lui-même. Et le coach, bah, déjà, c'est quand même cool d'avoir des valeurs humaines. Ça, c'est un C'est petit mieux, ouais. détail. Mais même si tu n'en as pas, tu es quand même gagnant par le fait que ton athlète, il progresse parce qu'il est aligné avec lui-même. Mais des fois, ça veut aussi dire pour le coach, et ça, c'est un autre débat, bah, que l'athlète, il peut être aligné sans toi et que toi, ton rôle est différent. Mais ça veut dire prendre du recul. Ça veut dire toi être aligné en tant que coach avec ce que tu fais. Tu vois, Ouais. est-ce que tu as besoin comme coach de te faire briller? Toi, on en connaît tous, hein, des coachs D'être mis en qui, avant. bah ouais, qui tous les soirs sur Insta, ils postent les résultats de leur athlète en disant que, tu vois, il y a un côté communication, mais il y a aussi un côté un petit peu égo, estime de soi. Et c'est pas grave si tu es aligné avec toi. Ouais. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour aider les gens parce que tu montres que tu as des résultats et tu veux aider des gens? Ou est-ce que tu le fais juste pour montrer que c'est toi qui les as aidés? Exactement. On en revient aux photos en slip sur Instagram où, bon, moi, c'est mon exemple à moi, donc je peux en parler, mais je serais curieux d'avoir l'analyse individuelle de chacun. Pourquoi faire ça? En soi, moi, c'était, je pense, pour flatter un ego, un moment, etc., pour me rassurer sur des choses, pour, tu vois, Ouais. dès le moment où ces choses-là sont nourries par autre chose, tu n'as plus besoin de le faire. Par contre, ça questionne quand tu le fais toujours. Est-ce que, par exemple, tu es une feed girl, tu poses 1000 photos et tu récupères derrière des sous, c'est ton boulot, bah, en fait, tu es aligné avec ça, tu vois? Ou est-ce que, par exemple, tu as 300 personnes qui te suivent, mais tu as quand même envie de montrer que tu as fait un deadlift à 200, euh, bah, là, après, ça questionne. Et encore une fois, tu as le droit de le faire si tu es honnête avec toi-même sur pourquoi tu le fais. C'est Mm. pas un problème de nourrir son ego, c'est pas un problème de chercher l'attention des autres, c'est pas un problème. Par contre, il faut être aligné avec toi-même. Sinon, tu deviens objet. Oui, oui. Et de toute façon, même, enfin, au final, la fille enfin, ou la fille, ou le mec qui a 300 followers et qui met une photo de ses biceps, enfin, entre guillemets, s'il est aligné avec ça, et Bah qu'il est pas ouais, trop, tu sais, c'est comme le mec qui met un Marcel dans la rue parce qu'il est bien avec ça, il trouve ça joli, etc. Si c'est OK, moi en fait, on n'a pas de jugement à donner, on n'est pas dans le système, tu vois, global. Tout est une question de contexte. Par contre, quand cette personne-là, elle t'explique que c'est pour, par exemple, influencer et motiver d'autres gens, bah, c'est questionnable. Parce Mm. que si c'est vrai, peut-être que c'est pas le bon moyen. Si c'est faux, ça veut dire que tu te mens à toi-même dans ton action du quotidien. Et ça, on en revient aux athlètes, parce que c'est le sujet du truc, on en revient aux chefs d'entreprise. Euh, Est-ce que tu as vraiment envie d'être performant dans ton sport? Qu'est-ce que tu mets vraiment en place pour le faire? Et c'est effectivement la première question. Donc, moi, là, on parlait de la posturo. La posturo, ça t'aligne physiquement, entre guillemets. Et Euh, mentalement. Bon. Bah, du coup, forcément, quand tu es aligné physiquement, en général, tu es aligné mentalement. Ça aide beaucoup. Les deux sont quand même très liés. Tout comme quand tu es aligné mentalement, je suis persuadé que tu es plus aligné physiquement. Ah oui, Je pense totalement. que ça va dans les deux sens. Et du coup, tu vois, les blessures émotionnelles, par exemple, quand tu la règles, une personne elle peut se mettre à perdre du poids juste en Ouais. ayant guéri la blessure émotionnelle, sans changer son total calorique, ce qui est quand même incroyable. Ouais. Et du coup, euh, bah ça, si tu es aligné avec toi-même dans ton corps, si tu es aligné dans toi-même avec ton esprit, la performance suivra, mais la performance veut peut-être plus dire à ce moment-là, par exemple, je te prends une bêtise, un mec, il est dans une famille complètement de footballeurs, il faut absolument être bon au foot, il se met à faire du foot, Parce que euh, besoin de reconnaissance. exactement, besoin de reconnaissance, besoin de gagner de l'argent, besoin de, je sais pas, d'être une star, de toucher le ballon quand même. Et puis là, il voit un posturologue, il voit un prépa mental, il voit un hypnothérapeute, il voit un psy, il s'aligne avec lui-même, et en fait, il se rend compte que lui, son plaisir, c'est de jouer au foot avec ses potes le dimanche, mais plus d'être fort. Bah là, ce mec-là, il est aligné avec lui-même, il a des objectifs. Est-ce que les objectifs sont alignés? Bah, s'il dit à ses parents, s'il dit à tous ceux qui mettent la pression, bah non, je veux jouer avec mes potes, donc je veux pas être trop fort, parce que si je suis trop fort, je vais devoir aller jouer dans le club d'à côté sans mes potes. Mm. Bah là, lui, il est aligné, tu vois. Est-ce que du coup, la performance, ça sera celle prévue au début? Non. Par contre, est-ce que il produira une grande performance pour lui? Oui, parce qu'il sera complètement aligné, il s'amusera tous les dimanches, et c'est un peu l'état d'extase, tu vois. Par contre, en pratique, ça se passe jamais comme ça. Donc, voilà, chercher l'alignement des athlètes. Je pense que c'est la conclusion entre l'alignement entre les ressources, l'alignement entre la prise d'information, l'alignement entre Physique. euh, physique, l'alignement mental, l'alignement de l'entourage. Mais ça, c'est le travail d'une vie, hein. Ouais.
Il y en a qui ont réussi, je pense, hein. Ouais, bah, souvent, c'est les génies, tu vois. Ouais. Je pense que ce qui différencie le mec très bon du génie, c'est que le génie, il peut pas être remis en cause dans ce qu'il fait, parce que même si t'es pas d'accord avec lui, lui, il sait pourquoi il l'a fait, tu vois. Ouais. Tu sais, moi, ça m'arrive de plus en plus maintenant, et c'est une vraie chance. Il y a des sujets où je peux être en désaccord avec quelqu'un, et ça me pose pas de problème, en fait. Ça veut pas dire que je me sens pas avoir tort, et je me dis pas que lui, il a forcément tort, juste je suis pas d'accord, tu vois. Mm. Et ça, pour moi, quand on arrive à là, c'est que tu es déjà dans certaines pensées, tu es un peu aligné. Après, ça veut pas dire que je suis dans tous les domaines. Il y a des trucs où il y a toujours des moments où tu t'es pas du tout aligné avec ce que tu fais, tu vois, parce que tu peux pas aller de partout en étant jeune, tu vois, mais tu pourrais peut-être, mais en tout cas, je le suis pas. Mais effectivement, on doit chercher cet alignement en commençant par la base. Quand tu es aligné par ta vie du quotidien, c'est plus facile. Ouais. Et Ouais, et pour bizarrement, l'athlète, encore plus. ouais, il y a, comment ça s'appelle? Je sais plus qui c'est, l'auteur, j'ai perdu le nom. Celui enfin, qui parle pas de fréquence, mais dans le sens où tu sais, es aligné dans tes objectifs, mais au niveau physique, c'est-à-dire Ouais, physique, des énergies, etc. métaphysique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, bizarrement, enfin, t'attires ou tu te diriges vers des situations ou vers des personnes qui sont dans ton alignement à toi. Bah, il y a un truc, je sais plus comment ça s'appelle là, c'est que à force de générer des choses, tu sais, elles t'arrivent, je sais plus comment ça s'appelle aussi. La loi de l'attraction. Voilà, la loi de l'attraction. Où en fait, bah, tu vois, tu dis putain, j'aimerais bien parler anglais, et puis 3 semaines après, tu as une opportunité d'aller travailler en Angleterre, tu vois. Ouais, Euh, ouais, ou putain, en ce moment, je rencontre aucune personne intéressante, blablabla. Bah, en fait, tu rencontres jamais personne d'intéressant. Tu vois, ouais, mais effectivement, c'est peut-être juste de l'alignement, de la perception que les gens ont de toi, du coup, tu es tellement bien aligné que du coup, les gens qui sont pas alignés, ils se disent, attends, ce mec-là, il me fait peur, parce qu'en ouais. fait, ils savent qu'ils n'auront pas les capacités. Et à l'inverse, les gens qui sont alignés se disent, putain, ce mec-là, il peut m'apporter des ressources en plus, je vais avoir plus de gains. Et on en revient à nos trois trucs, ressources, mise en action et gains, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, enfin, même, on en revient tout à la perception. C'est que tu vois, par exemple, un athlète, il va faire quelque chose, son entraîneur, admettons, il a passé une mauvaise nuit, il va être énervé, il va dire, ah merde, ce que j'ai fait, ça plaît pas à l'entraîneur. Ouais, alors qu'en fait, Alors toi, tu n'avais que, même pas remarqué qu'il avait mal dormi, tu vois, peut-être. ouais, enfin, tu Tu vois, savais même genre, pas. l'entraîneur, autant il s'est pris la tête avec sa femme juste avant de venir, tu vois. Et moi, ça m'arrive souvent avec le tapis champ de fleurs. Je stimule Ouais, 100% du temps. Alors, quand je suis dehors avec les spike balls, quand je suis à mon studio avec le champ de fleurs, et j'ai des gens qui me disent, qui ont des frissons, etc., avant d'avoir posé le pied, tu vois. ouais, Et là, tu sais déjà que leur système tactile, il va pas. il est défaillant. Parce qu'en fait, le corps, il sait. Le corps, il ment jamais, tu vois, on en revient, le corps, il ment jamais. Et bah, si tu as peur de grimper à un truc, il y a des chances que c'est parce que tu grimpes pas très bien, tu vois. Ouais. Et pourquoi tu gagnes pas très bien? Parce qu'il y a ça qui va pas bien. Ton œil, tu sais pas où tu mets tes mains, ta coordination humaine, donc elle va pas. Exactement. Tu peux pas te pendre, etc. Enfin, Le, mille le- autres choses. L'enfant qui aide pas ses parents chez lui, à la maison, bah, c'est peut-être parce qu'une fois il l'a fait et que son père l'a engueulé parce qu'il a mal Ouais. fait et que depuis maintenant, tu vois, on peut aller hyper loin dans ces trucs. Mais effectivement, c'est toute une question de capacité. Et on parle beaucoup de capacité physique, on parle pas beaucoup de capacité de vie. Et Ouais. moi, je sais qu'il y a des athlètes, s'ils n'ont pas le sport, je suis inquiet pour eux. Et à l'inverse, il y a des gens qui ne sont pas des athlètes et je sais que s'ils faisaient du sport, ils seraient très très bons parce qu'ils ont des capacités globales. Tu sais, moi, je te dis, je pense vraiment qu'il y a un transfert dans tout, de ta vie perso au sport, etc., surtout dans les habiletés ouvertes. Mais du coup, augmentons les capacités des gens, quoi. Augmentons leur confiance en leurs capacités, la proprioception, mais la vraie, hein, pas celle sur un bosu. Voilà. Tout ce genre de choses, c'est très important. Même la proprioception, tu vois, je vais même dire la proprioception mentale. Tu vois, Ouais. par exemple, être capable de mener à bien un projet, tu vois, pour moi, c'est de la proprioception déjà, ça. Ouais. C'est ton rapport à comment tu es capable de sentir les choses. Dans un groupe, tu vois, tu arrives en formation, vous êtes 50, bah, tu as peut-être 40 personnes qui ont 60 ans, qui ont 50 ans de métier, qui sont des médecins éminents et tout. Quelle est ta perception de toi dans ce Ouais. groupe? Pour moi, ça, c'est de la proprioception aussi, tu vois. Ouais. Et Pas la encore. définition exacte, mais en tout cas, c'est ça. Et du coup, si tu te sens pas en capacité de vivre dans le groupe, tu vas être exclu du groupe, entre guillemets, et du Hmm. coup, tu vas pas profiter pareil. Et c'est juste une question de perception.
Ouais, et pour ton système nerveux, être exclu du groupe, c'est la mort. Parce que avant, Exactement. si tu chassais pas en groupe, ton mammouth, il partait. Exactement. Ou alors, il te tuait. Enfin, Ouais, c'était même il ça, tu t'écrasait, vois. ouais. Ouais, Donc, non, mais c'est qu'en fait, on a des vieux. Ouais, c'est un héritage, en fait. C'est un héritage de l'évolution de l'humanité qui fait qu'aujourd'hui, être exclu du groupe, c'est comme si un mammouth t'écrasait ou louper un train, arriver en retard, c'est comme si tu avais un tigre qui te bouffait. ouais. Et du coup, il y en a qui vont expliquer que, tu vois, par exemple, il faut pas marcher avec des. Enfin, moi, je serais tendance à marcher plus pieds nus pour stimuler l'essence. Et il y en a qui vont te dire, oui, mais nos pieds ont évolué, etc. Moi, j'ai tendance à penser que le corps a évolué plus vite que le système nerveux. Du coup, qu'on a encore des séquelles du système nerveux beaucoup plus fortes que ce qu'on Mm. voudrait penser, alors qu'effectivement, les pieds ont changé, etc. Et je pense quand même qu'il y a une liaison à faire entre la modernité de l'humain maintenant et la société dans laquelle on vit. On en revient toujours à l'alignement entre ton environnement et ce que tu veux faire, et le système humain dans ses 300 000 ans d'existence, tu vois. Et en fait, comment tu fais le lien entre tout ton héritage nerveux, ton héritage physique, ton héritage social, ton héritage historique, avec la société dans laquelle tu es maintenant, qui, elle, a évolué beaucoup plus vite. Comment tu réalignes les choses qui n'ont pas évolué au même rythme? Bah, ça, tu vois, c'est aussi une des questions pour le sportif de haut niveau. Ouais. Et puis derrière, le corps, il s'adapte à l'environnement que tu lui donnes aussi. Donc, Exactement. On parle ouais, beaucoup d'épigénétique maintenant. ouais. Avant, c'était la génétique à fond, et maintenant, il y a l'épigénétique. Et la Et phylogénie aussi. exactement, tu vois. Donc tout ça, en fait, fait que ton environnement t'influence, que toi, t'influences ton environnement aussi. On parlait des énergies tout à l'heure. Il y a des gens qui vont te parler qu'en énergie, Mm. en ondes positives, etc., et qui vont être capables de ressentir des choses. Mm. Euh, Moi, je peux te dire qu'il y a des séances d'hypnose en formation où tu ressors de la séance d'hypnose, les deux, ils transpirent comme jamais parce qu'il y a eu un truc qui est passé, etc. Et pourtant, personne autour a chaud, tu vois. Et à Mm. l'inverse, il y a des fois où tu sens que tu n'as aucune énergie avec la personne, tu n'es pas du tout synchronisé. Bah, ça pose des questions, tu vois. Est-ce que, tu vois, l'athlète, par exemple, qui est complètement synchronisé avec son environnement, des fois, ça arrive. Mm. Au ski, par exemple, les mecs, ils filent. Là, tu as l'impression que la porte, elle se décale avant que le mec la franchisse. Tu vois, enfin, Ouais. c'est des trucs où tu sens qu'il y a une fluidité. C'est une fluidité globale. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est très dur à prouver scientifiquement parce que c'est pas encore le cas. Mais c'est aussi questionnable, tu vois. C'est comme le live que toi, tu avais fait sur les pieds à la terre, je crois, qui s'appelait le Ouais, mec. avec Jean-Philippe Carrère. Voilà. Et bah, ces trucs-là, par exemple, il y a 10 ans, on t'aurait traité de fou. Maintenant, on va commencer à te dire peut-être, bah, tu vois, ça peut être une écologie. Pour ce mec-là, par exemple, je suis sûr que lui, il est beaucoup plus aligné quand il respecte ces principes-là. Oui, totalement. Voilà. Alors que moi, par exemple, ça va moins me parler, parce que c'est mon alignement à moi à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il a raison ou que moi j'ai raison. C'est juste la croyance de l'athlète. Toi, par exemple, ne pas faire l'amour avant les compètes, pendant très longtemps, tu sais, ça a été discuté. Tu sais, où Si se un couper les athlète, cheveux. bah ouais, bah ouais, non, il se coupait les cheveux. Moi, je sais que, tu vois, par exemple, l'équipe de France de ping-pong, ils étaient allés avant les JO de Barcelone, je crois, ou les championnats du monde. Ils avaient fait Paris-Barcelone en vélo, en s'arrêtant dans des clubs, juste pour aller pisser dans les toilettes de la halle de Barcelone pour en prendre possession, etc. Et moi, j'ai entendu cette histoire pendant 3 ans. Première chose que je faisais quand j'arrivais dans un nouveau gymnase, j'allais pisser, tu vois. Et tu sais, ça me faisait du bien. Je pouvais dire à tout le monde, je prends possession de la salle et tout. Mais en fait, c'était moi, quoi. C'était moi, c'était mes repères, etc. Donc ça, effectivement, pour moi, on n'est pas loin de l'inconscient, là, tu vois, dans ce que je te Ouais. disais. C'est des ancrages. Et c'est très puissant, ça. Ouais, ouais. Mais après, ça, c'est enfin, tous les travaux de Nikola Tesla où lui, il a vraiment, vraiment bossé fort sur ces fameux phénomènes. Tu parles des pieds des pieds à Ouais, la enfin, terre? ou Ouais, de ces ouais. choses Oui, oui, oui. en. Là, ce que je te dis, c'est que ça, maintenant, on arrive à le prouver. Mais il y a des choses qu'on arrivera à prouver dans 10 ans que pour le moment, on n'arrive pas à prouver. Oui, oui, mais tu vois, c'est par exemple ces fameux ancrages ou ces choses comme ça, là, d'énergie, de choses comme ça. Je sais, il y a pas mal de travaux qui sont de Nikola Tesla qui, lui, avait trouvé énormément de choses et qui, Oui, derrière. oui. Mais à l'inverse, par exemple, moi, je te dis, j'ai un client qui est très rigide à tout ce qui est un petit peu hors de la science, tu vois, même les sensoriels et tout. Euh, je lui dis d'aller mettre les mains dans de la terre pour jardiner, etc. Il verra aucun effet parce que de lui-même, On tu n'y sais, croit pas. inconsciemment, il y croit pas. Par contre, euh,
100% des autres gens, si je vais leur dire, tu sais, il y en a, je vais leur dire, là, tu bois de l'eau avec du citron, ça aide à réduire les crampes. Il y en a, rien que de dire ça, tu peux être sûr que ça va réduire leurs crampes, tu vois. Ouais. Et à l'inverse, tu peux dire, par exemple, je sais pas, que bouger tous les jours, ça va t'aider à mieux récupérer. Si le mec, il est persuadé que quand il a des courbatures, il faut surtout pas bouger, Ouais. ben, en fait, ça se trouve, bouger, ça va pas l'aider à récupérer. Tu vois, le- l'effet placebo, là, encore une fois, dans le bouquin L'animal exubérant, qu'il faut vraiment que tout le monde lise, il parle de l'effet placebo et il dit, en fait, l'effet placebo, il est partout. Il est dans nos croyances. La religion, c'est un effet placebo ou pas, on ne sait pas. Euh, la science, c'est un effet placebo ou pas, on ne sait pas. La médecine, pareil. L'amour, c'est un effet placebo sur des sensations. Tout est un peu effet placebo, tu vois. Selon l'intention que tu y mets, ça change le résultat, quoi. Et tu sais, il y en a, ils vont te dire, ouais, une fleur, si tu lui parles bien, elle va mieux pousser, etc. Mm. Euh, il y en a qui vont dire, oui, bah, du coup, les humains, c'est encore mieux. Et effectivement, un gamin, si tu lui dis toujours que c'est positif, etc., il y a quand même il y a quand même des chances que lui, il y croit, quoi. Ouais. Donc après, prenez la confiance aussi avec les athlètes. Ça ne veut pas dire leur mentir, mais moi, je suis quand même quelqu'un qui déteste le négatif. Et j'aime bien qu'on me rentre dedans, tu vois, pour me dire là, il faut aller le chercher, etc. Par contre, je trouve que c'est bien de prôner le positif, tu vois. Finir. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les clients. C'est du marketing aussi, hein, mais je finis rarement les séances par du négatif. Toi, si je vois qu'ils ont raté un exercice, ça m'arrive des fois de prendre 5 minutes de plus et je leur donne un exercice, je suis sûr qu'ils vont réussir. C'est pour recréer un ancrage et pour qu'ils aient envie de revenir et que si jamais ils croisent quelqu'un dans la rue 2 heures après, ils se disent Ça, c'était une ouais. bonne séance, tu vois. C'est du business, hein, c'est du commerce, je suis d'accord. Mais je pense que si on enlève le côté égoïste de la chose, c'est aussi un vrai intérêt pour la personne. Et ça, Ouais. tu vois, on le voit beaucoup dans les séances d'étirement qui, pendant si longtemps, ont été faites après la séance. Est-ce qu'en fait, le vrai intérêt de ces séances-là, c'était pas juste on finit par un moment agréable, on est tous ensemble, on discute, on prend du temps pour soi. Et rien que si c'est ça, c'est génial. Ouais, moi, je croyais que ça servait qu'à ça, hein. Bah, moi je suis persuadé maintenant que ça sert qu'à ça. Ouais. Mais en fait, qu'à ça, c'est déjà énorme. Parce que c'est 30% de la séance, en fait. Ouais. Ouais, mais oui. Bon, après, d'ailleurs, on part sur un autre débat. C'est est-ce que j'étire un muscle pour le relâcher ou est-ce que j'agis Oui, juste oui, comme moi, une contrainte. je sors du côté intérêt de l'exercice. Je parle des bienfaits tu sais, de prendre du temps pour soi, tu vois. Parce que moi, à la rigueur, si tu me dis, c'est comme les mecs qui font des bains froids, des bains chauds juste après. En fait, Ouais. c'est juste que tu te reconnectes à ton corps pendant quelques minutes. Moi, je reprends l'exemple des chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise, je les mets sur le tapis champ de fleurs, là, je leur demande de marcher. Ils ont tellement de sensations désagréables qu'ils peuvent plus penser au boulot. Ouais. Pendant 5 minutes, ils pensent plus au boulot. Tu vois leur visage après être passé sur le tapis chanteur, tu as l'impression que tu leur as fait un massage thaïlandais de 1 heure et demie, quoi. Et en fait, c'est juste parce que pendant 5 minutes, dans une journée de 24 heures, ils n'ont pas pensé au boulot, quoi. Ouais. Donc, si ton sportif, qui est omnibulé par la compète, tu arrives à lui mettre des moments de pause, bah, en fait, si ça passe par les étirements, c'est les étirements, tu vois. Après, si tu peux le faire en même temps avec quelque chose d'utile, c'est bien. Mais si c'est des étirements, c'est des étirements. Ouais, c'est ça. C'est... Moi, souvent, c'est ce qu'il me disait avec les différentes routines, c'est que il disait je suis centré. Ce qui revenait, Ouais, c'est ce mot-là. C'est je suis centré. C'est-à-dire que je me sens capable de faire ce dont j'ai envie. bah, on a eu, tu le sais, à l'INSEP, Aurélien Broussal qui est intervenu là sur Ouais. les automassages, etc. Alors, c'est des choses auxquelles moi, j'adhère pas du tout, mais il l'a dit quand même au début de la séance, et rien que ça, pour moi, je pense que c'est ce qui justifie ses résultats plus que les automassages. Il a dit qu'au début de chaque séance, il demandait aux gens de se mettre pieds nus et de s'automasser avec une balle. Mais en fait, c'est pas tant l'automassage qui fait du bien, c'est que les personnes, pendant 5 minutes, ils ont les yeux fermés, ils respirent, tu sais, ils appuient sur les points de tension, etc. Du coup, Mm. enfin, je pense que les gens peuvent essayer chez eux, hein. Tu as mal à un endroit, tu appuies dessus, tu n'as plus de pensée négative, mis à part la douleur, tu vois. Mm. Donc en fait, en faisant ça, comme tu dis, tu te centres. Et entre le centrage et l'alignement, on est quand même pas très loin, tu vois. Mm. Donc en fait, peut-être que l'intérêt des automassages, plutôt que libérer les tissus mous du corps, parce que sous le talon, des tissus mous, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, euh, au lieu d'augmenter ton amplitude, etc., est-ce que tu n'es pas en fait simplement en train de créer un relâchement? Et c'est Victoria de Human Movement Therapy là, qui explique qu'elle, elle a des très bons résultats d'un point de vue, entre guillemets, mobilité, en travaillant la respiration et le relâchement du diaphragme, ou justement la contraction du diaphragme et tout. En fait, ça se trouve, les automassages, c'est juste ça.
Parce que quand on a mal, on se met à respirer, tu vois, différemment, etc. Donc, je sais pas. En tout cas, c'est une super chose de pouvoir donner un moment de parenthèse à tes athlètes entre l'entraînement, leur vie perso, etc. Donc, si les automassages le font, bah, foncez, quoi. Mais par contre, ça n'améliore pas la mobilité. En 2021, on peut pas dire ça. Ouais. Voilà. Je pense que c'est une bonne conclusion après ce long échange sur Une l'écologie. bonne heure et demie, ouais. Ouais. Exactement. Bah, écoute, merci pour tous ces nouveaux concepts. Je pense que enfin, j'espère surtout ça va parler à beaucoup de monde et ça va Bah, pouvoir les aider. avec plaisir. J'espère que j'aurai l'occasion d'échanger avec pas mal sur l'écologie. C'est un sujet qui moi, me fascine parce que c'est pas trop traité. Donc, ça se trouve, ça semblera contraire à beaucoup de gens. Et si jamais il y a des gens qui ont des choses à me dire dessus, même à argumenter, ce sera avec plaisir. Ouais. Du coup, pour les gens qui veulent te retrouver, où est-ce qu'ils ont ça? Alors, du coup, j'ai plus ma page en slip sur Instagram, mais j'ai une page un peu plus pro qui s'appelle Feblitos Pro. Et après, c'est Lucas Bourguignon sur Facebook. Et sinon, je suis dans le 9e à Paris. S'il y en a qui veulent essayer des séances, ça sera avec grand plaisir. Ouais. Dans le Et 9e après, arrondissement de Paris. Ouais, ouais, il y a aussi ta page Know Your Why. ouais, Know Your Why, exactement. Qui va être un petit peu plus fournie dans les mois qui arrivent. Et il y a une petite formation qui va arriver. Et je t'en parlerai dès que ça sera bien ficelé. Ouais, nickel, on repartagera toutes les infos quand ça arrive. Et Bah, bah, écoute, top. Merci beaucoup. ouais, encore un grand merci. Pour ceux qui nous écoutent, ben, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de voir les petits 5 étoiles en dessous des podcasts. Et bah, du coup, ça pousse à continuer et ça fait échanger et ça apporte toujours des bénéfices. Donc, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Ciao, guys.